Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Chef des informations au Figaro. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Et bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la région Normandie, président des centristes. On va parler d'un sujet qui est régional pour vous, en l'occurrence le Doliprane qui est fabriqué à Lisieux. Je voudrais d'abord que vous entendiez ce que disait le président de la République à ce sujet aujourd'hui. Nous, on s'est battu pour que le Doliprane soit reproduit en France et qu'on reproduise des molécules et des médicaments qui sont indispensables. Ça, c'est un acquis du plan de relance pendant le Covid et de France 2030. Et on va continuer. Et ensuite, il y a la propriété capitalistique. Et là, le gouvernement a les instruments pour garantir que la France soit protégée. Et donc, c'est au gouvernement de regarder ça. Hervé Morin. C'est juste n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que le Doliprane était produit déjà. C'est pas lui qui l'a réintroduit dans le cadre du Covid. Et pour tout vous dire, j'ai le souvenir d'avoir mené le combat pour la non-fermeture de l'usine il y a quelques années, puisque le gouvernement prévoyait de baisser le prix du Doliprane. Sanofi. Et Sanofi avait dit, puisque vous baissez le prix, je fermerai l'usine. Bon, donc ils ferment pas l'usine, ils la vendent. Au moins en partie. Par ailleurs, étant dans une région où l'industrie pharmaceutique est extrêmement présente, très franchement, il y a eu des investissements importants, mais des investissements de production dans toute une série d'usines. Je pense à Aptar, je pense d'ailleurs à Sanofi, etc. En revanche, l'idée qu'on aurait rapatrié en France, alors c'est toujours très long parce que c'est des process industriels extrêmement complexes, mais au bout du compte, l'arrivée de molécules qui seraient à nouveau produites en France ou de princeps qui seraient produits en France, c'est pas vrai. Il y en a quasiment pas. Là, chez Sanofi... C'est pour ça qu'il dit reproduit ? C'est pour ça qu'il dit pas fabriqué ? Non, j'en sais rien. Et c'est peut-être aussi... il a peut-être simplement croché sur les mots. Ce qui est sûr, c'est que chez Sanofi, on fait de la galénique à Lisieux. C'est-à-dire que on décide de faire là le sachet, là le comprimé, là la gélule. Tout ça est très bien, c'est très utile. Mais la molécule de base, elle continue à être faite en Chine ou en Inde, je sais pas, mais enfin, pas en Inde, en France. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on va un peu trop vite en besogne sur les Américains ? Là, on dit, oh là là, c'est racheté par un fonds américain. Là, en l'occurrence, on sait qu'il y a des dans cette opération est en partie financée par des fonds souverains d'Abu Dhabi, de Singapour. Il y a des partenaires majoritaires. Il y a pas c'est pas forcément tout d'un coup les Américains qui arrivent, l'oncle Sam qui avale l'usine Sanofi. Je crois que c'est la proposition française où il y avait des fonds des Émirats Arabes Unis, de Singapour, etc. Bon. Et d'où le fait que Sanofi dise, au bout du compte, je préfère le fonds américain parce que c'est un seul et même fonds. Bon, j'ai pas les éléments précis du dossier. Ce que je sais sur les fonds d'investissement, c'est que on dit en général, on leur crache dessus, ça c'est le principe de base, mais il y en a qui sont en effet absolument, qui sont des crocodiles et qui se comportent extrêmement mal et qui purgent les entreprises. J'en ai eu au moins deux, j'ai 2 souvenirs en tête en Normandie. Lesquels ? Vous prenez un fonds dont le nom, par exemple un fonds comme KKR, est un fonds qui est extrêmement brutal, violent, où il faut dégager des résultats nets, etc. et de la marge. Très bien. C'est Wall Street, quoi. Bon. C'est Gordon Gekko. Et à côté de ça, il y a des tas de fonds qui se comportent très très bien, qui sont des acteurs, qui participent à l'investissement, au développement de la boîte. C'est très différent, donc on peut pas généraliser le sujet. Après cela, je les connais pas, donc peut-être que vos confrères les connaissent, mais pas moi. Un mot, parce que vous avez travaillé également, en tout cas à côté de lui, c'était peut-être le bureau d'à côté, ou en tout cas le ministère d'à côté, Michel Barnier. Quel est le diagnostic que vous portez sur son action depuis son arrivée en tant que chef du gouvernement ? Il est dans une mission impossible. Moi, je l'ai connu, on était au gouvernement ensemble, il était ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Je l'ai connu aussi pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises à la Commission européenne. Il avait une vraie autorité, c'est une vraie figure de la Commission. Très franchement, et il associe des gens qui n'ont en tête qu'une seule chose, qui est l'idée de la campagne présidentielle de demain. Toutes leurs postures sont liées à cela, avec des postures qui sont parfois honnêtement extrêmement choquantes. Quand vous êtes responsable d'un tel état de déficit, vous la fermez au moins quelque temps, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Quand vous avez quelqu'un comme Gérald Darmanin qui a piétiné pour être ministre des Affaires étrangères et qui ne l'est pas, il aurait trouvé le gouvernement formidable s'il avait été au gouvernement. Bon, donc je trouve que certains méritent, étant quand même très comptables de l'état dans lequel nous nous situons aujourd'hui, mériteraient au moins d'avoir un peu de décence et de pudeur, ce qu'ils n'ont pas tous. Mais pour Michel Barnier,
il se retrouve dans une équation dont il sait bien que, au bout du compte, sa survie est liée au seul fait que, pour l'instant, personne n'a intérêt qu'il tombe. Le jour où l'un de ceux qui le soutiennent aujourd'hui, ou qui peuvent l'obliger à démissionner, décideront que ce moment-là est opportun pour lancer la campagne des présidentielles, il tombera. Alors combien de temps Marine Le Pen d'un côté, Attal de l'autre, Laurent Wauquiez décideront qu'à un moment ou à un autre, la messe est terminée. Il le savait, ça, Michel Barnier. Alors pourquoi est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il y a une volonté, effectivement, comme il le dit, de sauver la France? Il a dit, moi j'ai 73 ans, j'ai pas de plan de carrière, je me suis pas roulé je me suis roulé par terre, j'allais dire dans la boue, mais il y avait pas de boue. Je me suis pas roulé par terre pour devenir Premier ministre. Merci Jean-Michel. Qu'est-ce qui l'anime, Michel Barnier, vous qui le connaissez? Je connais pas suffisamment. Je pense que comme tout politique, on a souvent, on aime les défis. Voilà, on se dit que la période est extrêmement difficile et qu'on va être capable de réussir. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Gilles Boutin. Vous évoquiez le déficit il y a quelques secondes. Vous avez parlé de mensonges d'État à ce sujet. Jusqu'où faut-il aller, selon vous, dans la recherche de vérité sur la question? Faut-il aller jusqu'à judiciariser la chose? Qu'attendez-vous de la commission d'enquête parlementaire qui pourrait se créer? Moi, j'espère qu'il y aura une commission d'enquête parce que je connais le fonctionnement de l'État. J'ai commencé ma vie comme fonctionnaire, donc je le connais un peu. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas concevable un seul instant que Bercy, qui est une administration qui marche plutôt bien, n'ait pas alerté à plusieurs reprises l'exécutif, c'est-à-dire Bruno Le Maire, le Premier ministre et le Président de la République, autant que ces personnes se parlent, ce qui doit être le cas. Bon, et donc, qu'on ait une telle dérive. Je vous rappelle qu'on nous annonce une construction de la loi de finances aux alentours de 4% de déficit. Puis après, on nous l'annonce à 4,4 et aujourd'hui, on espère qu'elle finira pas à 6,2, quoi. C'est ça, quoi. Bon. Pour un tel déficit, il y a eu forcément des alertes. Nous, par exemple, région qui bénéficions d'une part de TVA pour la construction de notre budget, on voyait chaque mois qu'il n'y avait pas de rentrée fiscale sur la TVA. Donc on se disait, on a bâti nos budgets régionaux sur préconisation du gouvernement avec une hausse de la recette de TVA de 3,5, on voyait qu'on était à moins 0,5 et on est toujours à moins 0,5. Donc je ne peux pas croire un seul instant qu'on n'ait pas caché la vérité. Et au bout du compte, je finis par me dire que cette dissolution qui apparaît complètement absurde n'a pas été motivée notamment par cela, parce que le président de la République a refusé de faire une loi de finances rectificative avant les élections européennes, probablement pour pas affoler nos compatriotes et essayer de garder autant que possible la main pour ces élections. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous rappelle, pour les plus vieux, l'histoire de Juppé. Il regarde Jean-Michel Salvatore. Pas moi. On a échappé à ça. Je vous assure que ça viendra. et donc, au bout du compte, je suis convaincu que peut-être que dans la décision de dissolution, il y a eu l'idée de se dire, bon voilà, comme du temps de Juppé, il vaut mieux faire ça maintenant pour se débarrasser du sujet. Jean-Michel. En fait, vous incriminez Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a eu des articles de presse, notamment la semaine dernière dans les Échos, qui expliquaient que finalement, à partir du mois de février 2024, on avait enregistré une baisse très importante des rentrées fiscales et que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, qui l'avait quand même alerté, Emmanuel Macron lui avait dit, écoute, c'est la campagne électorale, c'est la campagne européenne, on n'a pas besoin de ça, on verra ça plus tard. Et puis ensuite, il y a eu la dissolution, qui a encore aggravé les choses. Évidemment, pour vous, c'est une évidence que c'est Emmanuel Macron qui est à l'origine de cette espèce de mensonge d'État. On a l'impression quand même qu'à chaque fois qu'il y a des élections, ça se passe un petit peu comme ça. Quand il y a des mauvaises nouvelles, on les retient, et puis ensuite, une fois que les élections sont passées, on les annonce. Écoutez, Alexis Keller, qui est issu de cette administration, secrétaire général de l'Élysée. Il est en quelque sorte le vice-président de la France, comme pouvait l'être Claude Guéant à sa plus grande époque. Il est branché tous les jours sur Bercy. Je ne peux pas croire un seul instant que les patrons de Bercy ne lui aient pas dit « Alexis ou monsieur le secrétaire général, le déficit est en train de déraper massivement. » Est-ce que c'est pas un grand classique de la politique, ça, finalement, de laisser la poussière sur... Non, pas à ce point-là. Pas à ce point. Écoutez, moi, j'ai pas de souvenir. Ouais. Et vous ?
Non, parce que là, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup. Le budget n'est jamais tenu, mais c'est vrai que dans ce Non, mais à ce cas-là, moment-là, c'est vrai. Voilà, c'est Qu'est-ce énorme. qu'on fait On était un jour de commémoration et on discutait tout à l'heure avec l'avocat Francis Spinner qui représente une partie de la famille de Samuel Paty. Il disait les commémorations c'est bien, mais il faut aller au-delà. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Est-ce que ce retouillage, j'allais dire, de la loi immigration par Bruno Retailleau, c'est une bonne chose ? Qu'on soit allé au bout des mesures sur la lutte contre l'immigration clandestine, c'est évident que non. Moi, je suis allé il y a pas très longtemps à Copenhague pendant 2 jours pour mes histoires normandes. Je discutais avec l'ambassadeur de France à Copenhague. Quand on voit les mesures qui ont été prises par les Danois pour lutter contre l'immigration, il y a encore de la marche. En amont, ça marche. avant même leur entrée dans l'Europe. Donc, Ah non, mais il y a tout. mais ils en refont. Puis là, aujourd'hui, vous avez. Et puis les Danois, ils vous disent sur tel ou tel point, moi je considère que les règles européennes, je respecte pas. Ce sont mes règles. Voilà comment je vais faire. Il y a des quotas migratoires. Mais aujourd'hui, avec les équilibres politiques dont on a parlé, c'est pas possible de faire ça. Bah, écoutez, au moins, ce texte, il a fait l'objet d'un vote. Oui. Bon, donc je vois pas pourquoi le vote qui avait été possible avant la censure du Conseil constitutionnel pour des problèmes de forme ne le soit pas demain. Il doit peut-être y avoir le moyen de construire une majorité là-dessus, non ? Gabriel Attal était déjà là. Les députés marcheurs, quoi, Renaissance était déjà là. Le RN était là, peut-être le moyen de construire une majorité, ça c'est à voir, mais ça me paraît pas si impossible que ça quand on regarde l'équation du Parlement aujourd'hui. Mais Gilles Boutin, une dernière. Ce serait quand même la 30e réforme. Oui, on est d'accord. 33e. 33e. En tout cas, moi je me fixe depuis 1980. À titre de comparaison, au niveau des retraites, il y a eu 4 réformes majeures depuis 1982. On a l'impression qu'à chaque fois, ces réformes sur l'immigration, c'est une liste. D'ailleurs, la dernière. Oui, on est d'accord. Et donc, où est-ce que ça bloque pour avoir une loi immigration qui donne le sentiment qu'elle est structurelle ? Eh bien, en moins de 20 secondes, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit une loi référendaire adoptée par le peuple français. Parce que moins qu'on soit de droite ou de gauche, j'entends... C'est ce que propose Jordan Bardella. J'entends des Français me dire, mais tout le temps, il faut lutter contre l'immigration. Donc, et ils sont autant à gauche qu'à droite. Donc faisons en sorte que les Français soient respectés dans leur volonté. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été en direct sur Europe 1. Bon retour en Normandie.